Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Stéphane Clerget, c'est Laetitia Pré que nous rejoignons dans son pré, justement, avec ses brebis. Alors, ça va, ça bête? Oui, ça bête tranquillement, Brigitte. Oui, bah voilà, donc à chacun de surveiller ses brebis égarées. Alors, ma chronique d'aujourd'hui n'aura de sexy que celle qui vous la présente. C'est déjà pas mal. On s'en contentera. Cette semaine, donc, je voulais me pencher sur le doigté, mais je me suis souvenu, selon vous, Brigitte, que j'étais un peu trop haute pour le mercredi. Alors, j'ai bien étudié le thème de votre émission aujourd'hui et je suis partie en investigation, là où on lève le doigt pour parler. Et oui, soit dit qu'on change de jour, alors je pique le temps d'une chronique, ton rôle de journaliste. Dans ma prairie, il existe bien des institutrices qui ont bien voulu témoigner et il est important pour moi de leur laisser la parole parce qu'après tout, c'est elles qui passent la plupart du temps avec nos chevreaux. Alors il y a Hélène, Lucie et Nina, respectivement maîtresses de première section, institutrices de CM2 et CE2 et professeurs d'espagnol ou français en collège et lycée. Elles ont entre 3 et 16 ans d'ancienneté et ont tout en commun la passion de leur métier. En cette rentrée scolaire 2021, peu de motivation pour le travail personnel en classe ou à la maison des primaires, chez qui Lucie observe un manque de concentration. Après ces longues périodes de confinement au couvre-feu, les élèves, c'est vrai, se retrouvent enfin avec leurs potes régulièrement, donc ils pensent un peu plus à jouer qu'à travailler. Alors il y a toujours une bonne motivation pour les premières sections, ils découvrent un nouvel environnement, mais aussi pour les collégiens lycéens qui ont toujours davantage de motivation en début d'année. Il faut voir après pour la suite, ça se gâte un peu. En ce qui concerne les effets du Covid, ils sont hyper pesants, d'après mes bonnes fées. Alors Lucie trouve ses élèves un peu plus agressifs, un peu plus dissipés en primaire. Nina a noté beaucoup d'anxiété chez ses élèves ados et un ras-le-bol des mesures ou encore du masque aujourd'hui. Mais le pire, je la cite, l'effet horrible sur les parents. Ils font des scandales pour tout et se défoulent sur les représentants de l'État qui sont à leur portée. Du côté des tout petits, c'est un peu plus technique. Ils passent beaucoup de temps à se laver les mains. Donc, quand on a 27 élèves qu'il faut se laver les mains en arrivant, avant et après les toilettes, après les récrés, avant et après les pipis, c'est pas si évident. Donc, c'est vrai qu'ils apprennent à vivre avec le coronavirus, mais ne connaissent qu'une moitié de maîtresse. Et c'est vrai que pour le travail sur l'articulation et la gesticulation, c'est vraiment difficile. Et les enfants ont du mal aussi à percevoir certaines expressions de leur entourage, comme la joie, la colère ou la tristesse des autres et des encadrants. Ça, c'est un vrai sujet que certains pédopsies abordent, Stéphane Clerget, que le masque, finalement, a nui à la capacité de l'enfant de s'identifier justement au visage des adultes et que ça crée parfois des problèmes difficiles. Oui, on reconnaît tous que le masque est un obstacle à la communication. Il l'est évidemment les enfants entre eux, mais aussi entre les enfants et les adultes. Or, c'est un âge où la communication est absolument fondamentale, puisqu'ils se nourrissent, ils avalent les images, miroirs, les paroles. Donc, alors après, si on veut être absolument optimiste, on peut imaginer que peut-être ils développent d'autres compétences, ils vont peut-être du coup développer l'audition, vous savez, l'attention auditive, parce qu'on a une attention visuelle et une attention auditive, donc peut-être qu'ils vont être plus sensibles sur le discours, sur la parole. Mais en tout cas, forcément, oui, ça a un impact sur le développement et ça a impacté, parce que bon, là c'est moins... Quoique si, ils ont encore le masque, ils l'ont plus en récré, mais ils l'ont encore en classe, donc ça continue d'impacter les enfants. Oui. Donc, espérons qu'ils l'enlèveront bientôt. Oui. Pardon, Laetitia. Pas de souci. Alors, dans la relation féminin-masculin, en maternelle, là, il s'agit plus de savoir ce que l'on est et de savoir à qui on s'adresse. Et afin de pouvoir utiliser soit le elle ou le il. Et donc, ça reste quand même assez terre à terre. Et en primaire, Lucie l'aborde peu, sauf qu'elle aime bien mettre une fille à côté d'un garçon. Et elle intervient seulement quand elle entend les élèves se faire des remarques entre eux. Tu pleures comme une fille. Non, c'est pas une activité de garçon, ce genre de choses. Et pour ça, il y a une mini-série qui existe. Ça s'appelle Chouette pas chouette, que je vous conseille donc de consulter pour ces relations féminin-masculin. Alors moi je leur ai demandé aussi si la sexualité était abordée dans leur programme. Alors c'est très clair, la sexualité arrive au programme à partir du CM2. Lucie me dit qu'elle a de la chance car l'infirmière de l'école intervient en classe pour informer sur les changements hormonaux.
Pour Nina, qui a affaire aux collégiens et lycéens, c'est une autre affaire, car les infirmières n'ont plus de temps de parler avec les élèves. Alors il se confie au professeur complice, dont elle fait partie, et elle me parle de la grosse et nouvelle angoisse des garçons qui n'arrivent plus à faire la différence entre séduction et harcèlement. Ils craignent donc de séduire, ils craignent les poursuites, ils craignent les réactions des parents. Quant aux femmes, hormis les mignonnes qui demandent des informations sur la première fois ou la contraception, d'autres se confient sur les tournantes ou viols collectifs. Mais Nina me dit qu'il faut souvent démêler le faux du vrai, parce que le mal-être est vraiment bien présent et donc on peut observer certaines tendances à la mythomanie. Et elle me dit encore plus avec tout ce qu'on vit depuis maintenant 1 an et demi. Et elle se rend compte aussi d'une vie sexuelle assez intense, partenaires multiples et pratiques qui vont assez loin pour des débuts, comme s'il fallait répondre à un niveau de performance. Elle m'a dit qu'il y en a peu qui vivent une première fois amoureuse et romantique, et elle constate une sexualité à outrance vraiment généralisée. Tout le monde couche avec tout le monde, entre copains, ça devient quelque chose d'assez banal. D'un autre côté, ils parlent librement de leur homo- ou bisexualité sans se soucier des préjugés. Et un jour, elle me parle d'un devoir concret en français, donc imaginez assez bateau, imaginez votre avenir. Et c'est vrai que beaucoup d'élèves ont émis le souhait de choisir un prénom mixte, par exemple, pour leur enfant. Comme ça, s'il est trans plus tard, il n'aura pas à changer de prénom. Une certaine conscience du transgenre qui est aussi nouvelle. Donc elle profite de cette interview pour passer un message aux parents: laissez-nous faire notre boulot. Si les parents ne sont pas capables d'entendre que leur enfant est mal élevé, qu'ils fassent leur travail d'éducation. Le message un peu relou de la part d'Hélène. Elle me dit: pour moi, il y a 2 choses très importantes dans la vie: la santé de mes enfants et l'instruction de mes enfants. Ça, c'est une mère d'élèves qui parle. Et elle me dit: comment peut-on avoir une image et un salaire aussi pourris dans ce cas? Et le mot de la fin lui ira, donc à Hélène: c'est un moment pas sympa que tout le monde vit, mais on doit garder de la positivité. Si on peint la vie en rose, alors on la voit en rose. J'ai trouvé ça trop mignon. Écoutez, bravo Laetitia, vous nous faites un compte-rendu assez grand et mais en même temps assez inquiétant, hein. C'est fou cette question de trans. Faut quand même rappeler que c'est une vraie minorité, Oui. les personnes trans. Alors, je veux bien que certaines n'osaient pas l'affirmer jusqu'à présent parce que c'était encore assez tabou, mais enfin, ça restera quand même une minorité. Alors, donc, Oui. il y a presque un effet de mode, je trouve. Alors en tout cas, oui, il y a plus clairement, là, depuis 2-3 ans, beaucoup plus d'adolescents qui demandent à changer de sexe. Alors oui, il y a parmi eux des adolescents qui auraient beaucoup souffert de ça et qui sont dans une vraie demande de changement. Après, chez d'autres, c'est finalement surtout des questionnements identitaires. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est parce qu'on assiste aussi maintenant à des demandes de retransition. C'est-à-dire des jeunes adultes qui ont pu obtenir de se faire opérer et qui demandent à retrouver leur sexe d'origine. Donc on voit que ces demandes-là, elles ne sont pas forcément stables, elles peuvent correspondre à une période de l'existence et qu'il ne faut pas évidemment s'emballer et qu'il faut questionner sur aussi ce qu'il y a derrière et voir comment accompagner l'adolescent dans son éventuel mal-être de différentes manières. Mais moi, j'ai quand même l'impression, en écoutant justement des personnes qui s'occupent d'ados, on a quand même l'impression qu'il y a un mal-être et que finalement, la question de trans, c'est la belle étiquette qu'on peut mettre sur son mal-être. En tout cas, il y a sans doute, en fonction des périodes, différents moyens de s'opposer, de se rebeller. Et que celui-ci en est peut-être un. C'est-à-dire que ça aurait été d'autres manières d'être à d'autres périodes. Oui, on aurait été punk il y a 30 ans et aujourd'hui on est trans. Oui. Par exemple, pour certains, il peut y avoir effectivement derrière ça une démarche aussi de transgression, d'émancipation, d'opposition familiale ou sociétale. De toute façon, on voit bien que le harcèlement sexuel augmente, que les pratiques sexuelles à risque augmentent. Enfin, là, on voit bien qu'il y a une sexualisation qui indique quelque chose et qui n'est pas saine pour des jeunes ados, ça c'est sûr. Oui, et puis il y a des choses très saines. Oui, aussi, bien sûr. Enfin, non, mais je ne vais pas me faire censeur. Oui, tout d'un coup. Non, mais il ne faut pas inquiéter trop les parents. Non. Sur le plan de la sexualité, ma génération, on avait quand même des problématiques, des questionnements, des ignorances, des mal-être qui n'étaient pas du tout pris en charge. Aujourd'hui, beaucoup d'adolescents sont très bien dans leur sexualité et très heureux. Et rassurons les parents, l'âge
du premier rapport sexuel ne baisse pas tellement. Hein. Ah, il a un peu baissé. T'es Un petit 17, il est passé à 16. Oui, mais enfin, Oui. ça reste... Mais il y a des pratiques sexuelles parfois avant le premier rapport. C'est vrai, c'est vrai. Merci Laetitia Prey. Avec grand On vous laisse plaisir. rejoindre, Et puis, merci vos brebis. à mes maîtresses qui ont témoigné. Mais absolument. Merci C'est beaucoup. Très intéressant.